Bonjour et bienvenue pour Bonjour. cette nouvelle conférence en ligne du musée des Augustins. Aujourd'hui, le sujet que nous avons choisi est d'une géographie particulière. Oui, tout à fait. Coup de projecteur sur la peinture du Nord, lumière sur la peinture hollandaise essentiellement C'est vrai. d'ailleurs. Nous choisissons en fait de vous présenter une collection d'œuvres, une partie seulement, mais celle qui concerne les petits formats de peinture hollandaise et ces petits tableaux à caractère particulièrement précieux. Oui, vous allez voir, c'est ravissant. Mais c'est intéressant juste de vous expliquer qu'en fait, on va essentiellement parler du XVIIe siècle parce que c'est ce qu'on appelle le siècle d'or de la peinture hollandaise. Quand on parle de la Hollande, on parle des Pays-Bas. Et en fait, c'est vraiment un moment où les Pays-Bas se hissent au premier rang de puissance commerciale du monde, avec tous ces ports qui se développent. Donc les marchands s'enrichissent et deviennent des commanditaires très importants pour les artistes. Et en plus de ça, il y a une véritable liberté de culte parce que c'est un pays qui est protestant et donc qui se libère complètement des images religieuses. Il n'y a pas de commande religieuse, donc les artistes vont pouvoir réaliser des œuvres avec des sujets qui changent, qui sont nouveaux, et notamment la scène de genre se développe beaucoup à cette époque, c'est-à-dire cette volonté de représenter avec beaucoup de minutie la vie quotidienne de personnes anonymes. On est dans une véritable poésie domestique. Tout à fait. Alors, Marthe vous a parlé de cette importance économique, mais il est important de dire aussi que le pays devient l'un des premiers centres du savoir et qu'il y a une floraison tout à fait inédite bien, de la culture et de l'art, et c'est nouveau pour la Hollande. Cependant, bien, ça ne va pas durer longtemps, parce qu'à la fin du XVIIe siècle, les conditions économiques changent, la guerre entre la France et la Hollande commence, et la production donc est bien moindre en matière de peinture. Oui. Alors, on vous parle essentiellement de la peinture hollandaise. Sur les 10 tableaux que l'on vous montre, 9 sont hollandais. Un seul est flamand, c'est-à-dire, là on parle de la Belgique quand on parle des Flandres, mais on est essentiellement dans la géographie du Nord, même si le contexte des Flandres est un peu différent parce qu'ils sont rattachés à la couronne d'Espagne, on ne va pas s'étaler sur ça. Ce qui est important, c'est de rester au nord de l'Europe. Tout à fait. Alors on va commencer. Oui, avec un portrait d'ailleurs. Oui, on commence avec un très très beau portrait d'homme réalisé par Mirvelt. Nous sommes autour de 1600 et c'est encore une œuvre sur bois de chêne. Donc c'est un fils d'orfèvre que ce peintre qui s'est spécialisé dans le portrait, dans la peinture de cour de sa province et qui a connu une grande popularité. Il a même reçu des commandes depuis l'étranger. Donc il a un très grand atelier avec de nombreux élèves et c'est vrai que bien, on lui connaît à peu près 1 millier d'œuvres. Oh là là, C'est énorme. c'est énorme. Alors ici, il fait le portrait d'un homme sans identité, un buste de 3/4, assurément un bourgeois hollandais. Il y a là une très grande qualité d'exécution. Le visage est rendu avec donc un vivant, un particulièrement important. Sa touche est moelleuse. Il y a donc la trace du pinceau que l'on voit. Regardez les touches de rouge au coin des yeux et de la bouche qui viennent comme aviver la teinte de son visage. On ne sait rien de cet homme, mais ce n'est pas un homme fier, ce n'est pas un homme qui pose. Le peintre parvient à imposer sa présence. Il y a un souci de vérité pour traduire son âge. Regardez, les cheveux qui reculent sur le dessus du crâne, les sourcils qui s'effacent, comme la moustache et la barbe qui est fine et qui perd de son volume, les yeux qui se rétrécissent, la rougeur de la peau, le nez qui a forci avec les années. Mais il se tient bien droit. Et vous avez cette tête sympathique au sourire retenu, cette tête qui est dorée par la lumière. Et les yeux, donc, qui gardent une discrète pointe d'éclat. Regardez la touche blanche à l'intérieur. Mirvelt, le peintre, comme à son habitude, propose un fond neutre et uni, sans indication spatiale. Et maintenant, regardez la composition. Dans ce tableau, on voit un costume rigoureux. C'est celui du protestant, un costume noir. Et vous avez donc, bien, comme un cône qui vient remplir cet espace. Il y a un contraste efficace entre le noir du vêtement et l'extraordinaire blanc de la fraise, cette belle collerette. Donc un jeu d'opposition chromatique. Le costume noir et sévère au motif moiré qui met tellement, vraiment tellement en valeur la blancheur et la délicatesse de cette fraise qui est le morceau de bravoure vraiment de cette œuvre. Regardez l'impact de la fraise si finement rendue, le tissu roulé sur lui-même comme tuyauté en gaufrette. Vraiment cette tête est magnifiée sur cette assise souple et aérée comme un nuage. Donc la palette qui va du gris, du fond,
et qui contamine les cheveux fins et qui passe par ce rose doré pour le teint du visage. C'est véritablement donc un exercice de rigueur, hein, et on sent néanmoins toute l'humanité du personnage. Ouais. Sa bonhomie, pourrait-on dire aussi. C'était très agréable à écouter comme description. Ah, écoute, j'y ai mis tout mon oui, cœur. oui, oui. Alors, on reste dans les portraits. Et là, cette fois-ci, on a un portrait de femme et on voit que c'est beaucoup plus décoré, hein, elle est beaucoup plus exubérante que l'homme d'avant qui symbolisait tout à fait l'austérité du protestantisme. Et on a vraiment cette différence entre la sobriété qui est accordée aux hommes et l'excentricité Oui. réservée aux femmes. On Oui. le voit ici. Tout à fait. Alors, Maes, le peintre donc, de ce portrait, a une très grande notoriété dans la pratique du portrait mondain, justement, ce qu'on voit ici, quand il est à Amsterdam, et il sera notamment l'élève d'un grand peintre, Rembrandt. Ici, cette femme occupe tout l'espace, ce qui la rend imposante, voire monumentale. Le format est quasiment de grandeur nature. Elle a une pose élégante et donc des vêtements très riches en couleurs et des matières extrêmement précieuses. Mais d'ailleurs, son vêtement, en fait, ne correspond pas du tout au costume typique hollandais, hein, de l'époque, parce qu'on a un corsage avec brocart, c'est-à-dire des tissus de soie qui sont rehaussés de dessins brochés en fil d'or. Vous avez vu la délicatesse un peu de ce vêtement. Il y a des manches à nœuds, il y a un col de dentelle. Tout ça, c'est typique en fait de la mode italienne. D'accord. Ça, c'est intéressant de le souligner. Mais par contre, la description des satins et la technique des matières, eh bien, relève vraiment d'une caractéristique des peintres du Nord. On distingue aussi un collier de perles, des bracelets en perles, des beaux bijoux, un fermail de pierres noires. Donc il y a beaucoup de richesse ici dans ce vêtement. On peut imaginer en fait que c'est un portrait de mariage peut-être, parce Oui. que les femmes ne s'habillaient pas en blanc Non, pas à cette encore. époque. Tout Voilà, à fait. c'était plutôt on mettait ses plus beaux vêtements Tout à pour fait. ce jour si important. On voit que la perruque est poudrée. Et puis c'est aussi l'occasion de montrer aussi la puissance financière d'un homme quand une femme est habillée de cette manière, alors soit de son époux ou quand elle n'est pas encore mariée, de sa famille. Là, on comprend qu'elle est issue d'une bonne famille et c'est ça aussi qui est important. Alors, bon, c'est vrai que les habits sont somptueux, certes, mais on les imagine très inconfortables, voire emprisonnants. Elle est dans une beauté immobile, elle est coincée dans ses tissus trop lourds et ses robes trop encombrantes. On voit bien que la mode est régie quand même par les codes d'une domination masculine, parce que ce qui est très important de souligner, c'est son sous-vêtement. Elle a en fait un corset, ou plutôt l'ancêtre du corset, ce corps baleiné, ce sous-vêtement qui est réalisé à partir de fanons de baleine, qui vise à écraser la poitrine, donc à peut-être un peu l'empêcher de respirer, voire de bouger, et qui permet aussi de soutenir cette robe qui doit être très très lourde avec tous ces paniers extrêmement encombrants. Donc bon, finalement, c'est assez beau à regarder, mais peut-être pas très agréable à porter. C'est vrai, le côté pratique est un peu laissé de côté. Alors, Ouais. à présent, messieurs, dames, nous allons parler des Noces de Cana par Franken. Et c'est le seul tableau flamand, que Marthe vous annonçait en introduction. Un tableau donc qui date du milieu du XVIIe siècle. Alors, c'est un tableau où on a une influence de l'Italie, pour son maniérisme. Et il est vrai qu'à la fin du XVIe siècle, les provinces du sud des Pays-Bas, donc les Flandres, restent sous domination espagnole. Alors, les peintures flamandes et baroques se multiplient, et en particulier grâce à l'école d'Anvers. Il y a un siècle qui est marqué par Rubens, par Van Dyck également, et tant d'autres donc dans leur sillage. Donc la Flandre, de la première moitié du XVIIe siècle, est-elle véritablement marquée par la contre-réforme? Les peintres sont conviés à participer à la manifestation de la foi catholique en offrant leurs plus belles illustrations. Et c'est dans ce contexte que Franken, qui est un artiste installé à Anvers, va s'exprimer. Donc souvent, très souvent, il compose des œuvres dont la lecture est complexe parce qu'il y a énormément de détails. Vous allez voir, ça fourmille. Donc ici, c'est un épisode biblique où Jésus, pour la première fois, accomplit un miracle. Nous sommes à 100 km au sud de Beyrouth, dans le village de Cana, en Galilée. C'est le sud Liban aujourd'hui. Donc c'est un épisode qui est traité comme une scène de genre, un banquet de mariage. Alors, c'est un thème très fort du Nouveau Testament parce que quand Jésus fait une pause à Cana, donc en compagnie de sa mère, eh bien, il est invité à une noce. Et à la demande de sa mère, Marie qui est en bleu, juste derrière Jésus qu'on voit très en rouge, eh bien, il change l'eau en vin. Donc, c'est l'évangile de Jean qui fait référence donc aux cuves en pierre utilisées donc justement pour l'eau.
Mais dans ce tableau-là, il s'agit en fait des puits qui sont tout à fait à l'arrière du tableau et qu'on distingue discrètement. Donc c'est le premier miracle donc de Jésus, c'est ce moment-là. Alors Ouais. le sujet est très traité par Bruegel, par Véronèse. Mm. Au Louvre, le tableau est immense et il s'appelle Les Noces de Cana lui aussi. Donc ici, le peintre transpose le banquet, mais dans un contexte flamand contemporain. Oui. Oui. Donc au premier plan, vous avez ces beaux vases qu'on appelle des aiguières et vous avez donc, eh bien, ce personnage de Jésus dont j'ai dit qu'il était tout à fait en rouge. Il y a beaucoup de convives, il y a une volonté d'un arrière-plan pour nous montrer les puits dont je vous ai parlé également. Et puis vous avez en fait, par exemple sur la droite, un dressoir avec toute la vaisselle d'orfèvrerie. Vous avez en fait également ce lourd rideau à droite. Vous avez en fait un marbre veiné au mur. Et au premier plan, regardez une table basse encombrée d'entremets. Puis la table principale qui est chargée de plats nous mène en ligne oblique vers l'arrière, vers l'extérieur, vers ces fameux puits justement. Les lignes du carrelage dirigent également notre regard vers l'arrière du tableau. Et il y a un contraste entre le premier plan aux couleurs très vives et chaudes et l'arrière-plan aux couleurs froides. Donc c'est vrai que le sujet ici est attendu parce qu'on va beaucoup le traiter en histoire de l'art, mais donc le peintre va véritablement placer cette scène de la Bible dans un décor contemporain. Ici, un riche palais avec des habits aux couleurs du temps, une table garnie de victuailles que l'on mangeait à l'époque. Il rend accessible cette scène au plus grand nombre en la plaçant justement dans un décor contemporain. Donc le peintre est très habile en matière justement de précision, il y a presque une surcharge dans ces tableaux, mais il est important de dire qu'il avait des apprentis, il avait des collaborateurs, Oui. il a tellement peint parce que justement, il n'aurait jamais pu produire autant s'il avait été seul dans son atelier. Oui. Donc c'est important d'éclairer le peintre en n'oubliant pas justement tous ceux qui ont Oui, travaillé oui, avec lui. bien sûr. Comme on oublie parfois en histoire de l'art qu'on ne Oui, cite pas en fait. bien sûr, Bien sûr, c'est un travail collectif presque. exactement. Ouais, ouais. Alors on reste aussi dans cette idée un petit peu de banquet, de foule, de tableau extrêmement dense aussi, avec donc cette œuvre réalisée par Cornélis. Et on a donc l'humanité avant le déluge. C'est vrai que le nom du tableau nous indique déjà un petit peu peut-être ce qui va se passer, mais on va décortiquer le tableau ensemble pour bien comprendre. Le premier plan est vraiment occupé par tous ces corps qui sont nus et imposants, ces bustes larges et musclés, ces peaux nacrées. Et on a vraiment cette idée de nous montrer des hommes et des femmes qui sont occupés à manger, à boire, à écouter et jouer de la musique, regarder les instruments, les partitions. Alors, est-ce qu'ils ont fini de manger ou pas? On ne sait pas vraiment. Il y a une table derrière, des assiettes vides, des verres peut-être encore un peu remplis, mais on sent en tout cas qu'ils sont dans la détente, peut-être dans la digestion, dans le délassement, l'abandon, le plaisir des sens, la sensualité. Regardez comment ces corps se mêlent, s'entremêlent. On a vraiment quelque chose d'un petit peu presque érotique, et on est dans l'oisiveté, l'érotisme et l'alcool. On a une fête païenne et voluptueuse ici devant nous. Mais quand on recule un petit peu à l'arrière-plan, au fond d'une vallée, c'est un petit peu le contraire qui se développe parce qu'on a des couleurs beaucoup plus froides, un vert sombre, des espaces resserrés, exigus, voire étranglés, et des corps qui ont perdu toute leur couleur et leur forme. Ils sont gris et blancs, fantomatiques, on a l'impression d'avoir des âmes qui errent un petit peu perdues dans l'espace. Et encore une fois, quand on recule tout au fond, c'est pour ça qu'on fait un petit zoom sur le tableau, on voit une sorte de toiture à double pente, mais ce n'est pas une maison puisqu'elle est placée sur l'eau, c'est un bateau. En fait, c'est l'arche de Noé. Et c'est là qu'est la clé du tableau, dans ce minuscule petit détail au fond. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dieu a confié une mission à Noé, embarquer à bord de son arche un couple de chaque espèce animale pour les sauver, parce qu'il va faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits non-stop sur la terre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour ce qu'on vient de voir au début du tableau. C'est-à-dire que les hommes négligent et délaissent la terre, ils ne travaillent pas, ils sont dans l'oisiveté, ils sont dans le péché, donc il veut tout recommencer et tout recréer. Et c'est ça la portée de l'œuvre. C'est une véritable punition divine, une leçon de morale. On vous a dit en introduction que les peintres du Nord ne parlaient pas de la religion parce qu'ils sont protestants, mais là, en fait, c'est un déguisement. Le peintre se sert finalement de la Bible, de l'Ancien Testament, pour critiquer la société
contemporaine hollandaise du XVIIe siècle, une partie de cette société qui s'amuse, qui s'égare et qui est complètement corrompue par l'abondance des richesses. Donc il utilise ce sujet pour dénoncer les travers de cette société-là. C'est assez habile. Mais ce qui nous frappe et nous glace dans ce tableau, c'est la tranquillité heureuse du premier plan de tous ces personnages, alors que nous savons le cataclysme qui va tout détruire, ils vont tous mourir, mais eux ne le savent pas. Oui, tragique. Ouais, oui. Alors à présent, nous parlons de cette descente de croix réalisée par un anonyme, certainement hollandais. Alors, à la fin du XVe siècle, Toulouse attire de nombreux artistes du Nord, dont certains font chemin vers l'Espagne. En fait, c'est le thème, donc l'iconographie et les costumes qui font pencher pour un artiste hollandais. Alors, il a peut-être réalisé sur place cette œuvre, peut-être il l'a réalisée après coup. En fait, on sait de toute façon qu'il l'a voulu pour la chapelle donc de la grande chambre du Parlement de Toulouse. Donc c'est un bois de noyer et on voit bien qu'il a le goût pour le rendu délicat des matières, les jeux de transparence, la richesse des étoffes. C'est un métier flamand certainement, mais l'iconographie découle d'un modèle italien. Oui, tout à fait. Le groupe du Christ soutenu par deux saints qui tire sa source d'une composition de Mantegna. Donc là on voit vraiment une parenté à partir justement de ce dessin. Alors, le choix du format est tout à fait intéressant. C'est la forme d'une fenêtre gothique, c'est un arc ogival. Vous avez des personnages qui sont étroitement groupés de part et d'autre de la croix. Certains sont placés derrière, d'autres devant. Mais voyez bien qu'il y a donc des lignes comme le dos du personnage que vous avez tout à fait en haut à gauche. Son dos est parallèle à la forme du tableau. Tout comme en fait, eh bien, le bras du Christ qu'il tombe, il est parallèle donc au cadre du tableau sur la droite. Il y a un luxe extrême de ces personnages, de leurs vêtements, de leurs parures, des objets, des accessoires. Regardez les broderies, les brocarts, les galons, les surpiqûres. En plus, il y a des pierres précieuses incrustées, des dorures, des résilles, des diadèmes. On a pour les personnages que sont Joseph d'Arimathie, Nicodème, Marie-Madeleine, etc. Donc énormément de préciosités. Il y a des velours, des satins, des soies et même des fourrures et des cuirs. Regardez les chaussures. Il y a cette science des glacis, la superposition des couches de peinture à l'huile qui comporte peu de pigments, mais cette superposition de couches donne une très belle profondeur. Donc quelque chose qui fait chatoyer les couleurs. Enfin bref, on peut dire que c'est un défilé de mode du début du XVIe siècle. C'est l'occasion de montrer les dernières tendances vestimentaires. Cette scène biblique devient une scène de genre d'une époque très datable. Oui, c'est vrai que c'est important de souligner qu'on est au XVIe siècle. Là, c'est le tableau le plus ancien que l'on vous montre de la conférence, tout à fait. Alors, on reste d'ailleurs dans la thématique religieuse. Oui. Et cette fois-ci pour vous parler en fait de l'histoire de la chaste Suzanne. Alors ça aussi les artistes sont beaucoup servis de cette histoire biblique comme prétexte pour parler du voyeurisme ou de la nudité féminine. Et là en fait dans ce tout petit format de 36 cm sur 28 cm, on raconte l'histoire de cette Suzanne, qui est une histoire qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ probablement, qui était une jeune femme qui avait l'habitude de se promener dans son jardin afin de s'y baigner. Et un jour, deux vieillards libidineux qui l'observaient en douce depuis très très longtemps s'approchent d'elle et tentent de la séduire. On le voit très bien ici dans ce tableau, elle allait se baigner, elle était sur le point de poser son pied dans le bassin en bas, et puis on a un rideau derrière qui normalement l'a cachée, et en fait on a ces deux personnages qui apparaissent dont le rideau repose encore sur le crâne de l'un, donc on voit qu'ils viennent d'arriver, ils lui attrapent la main avec une certaine violence, et donc on a cette scène-là assez brutale. L'histoire raconte évidemment qu'elle refuse de céder à leur proposition malhonnête, mais les deux hommes vexés vont vouloir se venger et vont décider de l'accuser d'adultère. Et à cette époque, ils la font donc condamner à mort quand une femme est condamnée à l'adultère, accusée d'adultère. Mais l'affaire est très délicate parce que ces deux vieillards, en fait, ce sont des juges. Ce sont donc des personnalités très estimées par leur fonction. Et face à eux, Suzanne, en fait, n'est qu'une femme, entre guillemets, dont sa beauté ne serait en fait que piège pour les hommes. Et c'est sa parole contre la leur.
Et c'est une histoire évidemment qui fait beaucoup de sens aujourd'hui, hein, parce que la notoriété et la puissance de ces hommes l'emportent face à la parole de cette femme et c'est quelque chose qu'on connaît encore trop actuellement. Il y a donc un procès quand même au cours duquel justice sera rendue grâce au prophète Daniel qui va réussir à prouver l'innocence de Suzanne parce qu'il va interviewer, en quelque sorte, interroger les deux vieillards séparément. Il va confondre leur témoignage Mhm. qui ne sera pas le même et ils seront donc condamnés et Suzanne sauvée. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet qu'on retrouve très souvent en histoire de l'art, de plein de manières différentes, parce que c'est l'occasion de parler du voyeurisme, des vieillards qui observent cette jeune femme et de nous-mêmes qui observons cette scène et cette nudité. Ce qui est très beau dans ce tableau d'Adriaan van der Burg, c'est d'observer en fait, le soin qui est accordé aux détails, notamment le nécessaire de toilette qui se trouve sur la gauche. On a comme une petite nature morte avec des accessoires tels que l'huile, le coffret de parfum, les brosses et puis surtout les drapés satin irisés aux plis cassants. Donc on a un très beau jeu de matière et c'est ça qui est intéressant à voir dans ce tout petit tableau. Alors à présent, nous allons continuer avec les natures mortes, alors que Marthe évoquait une petite nature morte à la toilette dans le tableau auprès de Suzanne. Là, c'est véritablement le sujet principal. Il s'agit d'un intérieur de cuisine d'après, donc une œuvre de Willem Kalf. Donc c'est un peintre qui a beaucoup produit et donc qui a été très copié. Un peintre qui est né à Rotterdam et qui va venir s'installer à Saint-Germain-des-Prés, donc à Paris. Il va réaliser vraiment des scènes rustiques et parfois même des scènes tout à fait somptueuses. Il va savoir faire briller l'orfèvrerie jusque dans la pénombre. Donc ici, c'est une copie ancienne qui date du XVIIIe siècle. Vous avez une touche qui est fine et qui évoque vraiment les différentes matières. Les effets de lumière gardent un petit peu de la vigueur de l'original, ça c'est sûr. Cependant, l'original est en collection privée, donc on ne peut pas le voir. Donc c'est une production que le peintre a réalisée pendant sa période parisienne et c'est vrai que, il sait à merveille nous dire les ustensiles de cuisine, les légumes, dans un contexte tout à fait pittoresque quant à l'éclairage. Alors c'est vrai que Kalf est quelqu'un qui a été séduit par le goût français des gens comme Chardin ou comme Boucher, qui ont réalisé donc des très belles natures mortes. Alors la poésie de Kalf s'attache vraiment à ces objets du quotidien. Et c'est très intimiste. Regardez un petit peu, donc, la salle qui est profondément plongée dans l'obscurité. Cette femme de dos, sans doute une cuisinière, mais qu'on aperçoit à peine. Et il y a cette prédominance pour ces objets, donc, au premier plan. Alors, sur le coffre grossier qui sert de table, vous avez ce couteau à manche blanc qui est posé sur l'oblique. Et puis, il y a cette assiette d'étain en déséquilibre, ce qui dit la vie et le dynamisme. Il y a également ce panier d'artichauts avec ses feuilles, ce jambon, ce baquet de bois, ce linge blanc et l'arrosoir de cuivre. Et puis, l'écumoire, les oignons, les concombres, jusqu'à cette botte de céleri qui traîne au sol. Donc, une vraie poésie donc, dans ce tableau. C'est intéressant aussi de se dire qu'au musée, on conserve des copies parce que les copies aussi ont une certaine virtuosité par leur réalisation qui sont très fidèles. Oui. Mais on ne connaît pas le peintre de cette copie. Non, effectivement. On sait juste que c'est une copie et comme je le disais, que l'original n'est pas visible. Alors, je vous propose, si vous êtes d'accord, de vous aérer un petit peu l'esprit, de sortir de ces endroits un petit peu sombres pour parler paysage. Bon, calmons-nous, on n'est pas sur une lumière extraordinaire, c'est toujours un petit peu mélancolique comme ambiance, mais tout de même, on respire un petit peu, surtout que c'est un paysage qui est très dégagé parce qu'il fait Surtout que c'est un paysage qui est très dégagé, qui fait la part belle vraiment au ciel, qui prend quasiment les 2/3 du tableau. Donc on a en fait cette idée de montrer quelle est la géographie en fait du plat pays. Alors, on a l'impression finalement que le peintre a un petit peu tout poussé sur les côtés pour tout ouvrir et pour nous montrer un petit peu l'espace infini de cet endroit-là. Alors il y a une composition parfaitement étudiée parce que nous avons tout à gauche des groupements de toitures et des chaumières qui sont adossés à des arbres. Et puis tout à droite, on a la plénitude des champs au loin avec des chemins sablonneux. On a également des lavandières au lavoir qui travaillent. Et si on revient à gauche, à côté
des maisons, on a dans l'ombre des hommes qui sont assis, qui font probablement une pause. Donc il y a beaucoup d'éléments anecdotiques, mais qui ne sont que des prétextes pour la réalisation de ce paysage, avec une grande part accordée au vide. On a ces nuages qui sont très flous et grisâtres, qui nous donnent vraiment une atmosphère très particulière. Donc c'est un peintre qui cherche la vérité dans la peinture atmosphérique aussi, pour nous parler d'une ambiance particulière. Il a voyagé en France, mais il ouvre un atelier jusqu'à la fin de sa vie à La Haye. Et il réalise beaucoup de croquis d'après nature qui témoignent vraiment de ses voyages dans les régions de la Hollande et des Pays-Bas méridionaux. Donc il est connu et apprécié de son vivant, mais il cherche aussi l'harmonie dans les couleurs et dans ses compositions, et il cherche à nous parler vraiment d'un pays qui lui est cher. On a aussi une harmonie chromatique très importante avec essentiellement du brun, du vert et du bleu. Donc on a presque une monochromie. Et puis on a ce goût pour le vétuste aussi, l'effondré, le déformé, avec justement ces toits et ces maisons qui sont déformées avec l'humidité, la pluie et le mauvais temps. Et on a quelques angles arrondis qui adoucissent les formes, hein, des formes plus moelleuses, des toitures un peu vieilles et une touche de peinture assez épaisse, hein, qui est presque un peu moderne aussi dans la manière de réaliser le tableau. Et pour terminer, il y a aussi, en plus des variations lumineuses très, très justes, un rythme au niveau des ombres et des lumières qui découpe le tableau en bandes horizontales, en bandes obliques qui permettent de creuser la perspective. On a une alternance d'ombre, de lumière, puis d'ombre et de lumière, et ça accorde beaucoup de dynamisme au tableau. Alors, je propose que l'on continue avec un paysage, cette fois aux couleurs plus fraîches. On est toujours dehors, mais peut-être on gagne en lumière. C'est un tableau qui s'intitule Chemin menant à Rijswijk, d'un certain Paulus Constantin Lafargue. Il est parfaitement hollandais, comme son nom ne l'indique pas. Et cette peinture... Ah, Lafargue, tu es d'accord, Marthe. Donc, l'école hollandaise de peinture du XVIIe siècle exerce une influence considérable sur les artistes des 2 siècles suivants. Pendant le XVIIIe et le XIXe siècle, on va avoir donc cette même manière de travailler. Il faut vraiment attendre la peinture en tube, l'impressionnisme pour que les paysages changent, parce qu'il y a une vraie tradition, il y a un vrai héritage qui est lourd et il est difficile finalement de s'en affranchir. Donc, le style des maîtres anciens est là dans le travail de Lafargue. Il leur emprunte un sens du détail. Donc il a un succès fou aux Pays-Bas et il est connu pour des vues topographiques. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette façon de prendre des croquis sur le vif et ensuite tous ces croquis vont servir à lui, mais à tant d'autres collègues. Et c'est une source commune, comme un pot commun d'esquisses préparatoires qui vont donc servir à tous. Et ça, c'est intéressant de le dire. Et justement, dans ces croquis, souvent, il y a énormément de spontanéité. Quand ensuite on passe à la peinture à l'huile, cette spontanéité est un petit peu perdue, mais quand même. Alors ici, vous avez ce chemin bordé d'arbres. Bon, c'est un grand classique, ça fonctionne toujours parce que ça crée une belle profondeur. Il y a donc l'ombre qui s'allonge sur le pavé, un chemin qui s'éloigne et qui se courbe, puis qui en croise un autre. À gauche, vous avez une maison à pans de bois, de type tout à fait médiéval, et des personnages aux occupations diverses. Regardez à droite, cette femme qui est en train d'étendre du linge sur l'herbe, près des poules. Et en fait, l'impression d'objectivité tient au fait qu'il y a ce trait noir, ce contour qui va définir les figures et l'architecture d'ailleurs. Puis vous avez ce cavalier qui tient son cheval par la bride. À l'horizon, vous avez le clocher du village de Rijswijk. Le ciel est doré. Nous sommes vraiment en limite de la ville de La Haye et nous sommes au niveau de la porte de ville. Donc, au bout de ce village, après Rijswijk, il y a Delft, pour vous donner une idée un petit peu géographique. Alors, Lafargue aime réaliser des vues de ville, mais en fait, ici, c'est une scène de campagne. Elles sont rares dans son travail. Alors, vous voyez cette clarté de l'atmosphère, ces anecdotes des figures, le rendu des pavés, par exemple, un bon détail, ça. Et vous avez cette lumière douce qui baigne le paysage, une lumière blanchâtre et dorée à l'horizon. Une lumière d'autant plus fine et palpable qu'elle est mise en évidence par le contre-jour des arbres et leur ombre portée. Bon, vous avez en fait des couleurs très claires et des activités quotidiennes qui font de ce tableau un paysage tout à fait charmant et léger. Et c'est vrai que ce type de tableau
nous fait penser à la peinture naïve, Ouais, celle du ouais, XXe j'y pensais siècle, aussi, ouais. où tout y est très figuratif, où il n'y a pas d'allusif, ni de suggéré, mais des choses très concrètes. Ouais, tout à fait. Et puis c'est un tableau très frais, quoi. Oui, c'est Ouais. vrai, ça fait du bien. Alors on reste un petit peu dans cette idée ou ce contexte de campagne, même si ici le décor ou en tout cas le lieu est un petit peu plus exigu. Oui. Donc c'est un très petit format. Et là on a un cheval qui est en fait le motif favori du peintre Verbeek. Et là on a dans une mise en scène très étudiée un tableau tout à fait anecdotique. Il y a une intimité et un silence entre les deux animaux parce que vous avez un cheval et un chien. Et il y a aussi une lumière très vive qui se pose sur le cheval alors que le chien est dans l'ombre. Donc il y a en fait un dosage de la lumière qui participe au mystère de cette scène. Parce que le peintre nous place à l'intérieur, dans l'obscurité, au fond d'une grange très sombre. Observons un petit peu de plus près ce cheval, parce que la selle est particulière et c'est important pour comprendre Et oui, l'histoire. La selle, regardez de plus près, elle est destinée à une femme pour chevaucher les deux jambes du même côté, d'où le nom de cheval d'Amazone, en fait. Et donc c'est une cavalière et non un cavalier dont il est question ici. Et puis quand on va un petit peu plus dans le détail, on peut noter le caractère très précieux, voire maniériste, de cette selle et du rendu des étoffes, des velours, du satin, des broderies dorées. Il y a un soin d'orfèvre dans la réalisation de cette peinture. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on comprend ici? Eh bien que le cheval appartenait à une cavalière, mais à une cavalière plutôt riche. On n'est pas du tout dans la ça, c'est modestie sûr. ici. En plus, le cheval est d'un blanc immaculé et le chien, c'est un lévrier, chien racé par excellence. On est dans l'aristocratie. L'aristocratie très élégante ici. Mais alors du coup, quand on observe autour, on a l'impression que le cheval dénote un petit peu. Ah oui. Parce que finalement, quand on observe, on a un contexte très rustique et abandonné. Une vieille ferme où la végétation envahit tous les toits. Les poutres dépassent, le sol est en terre battue. Et en fait, on attendrait plutôt un gravier très fin sous les sabots de ce beau cheval. Et on l'imaginerait plutôt dans un palais que dans cette vieille ferme, dans ce lieu un petit peu abandonné. Il n'est pas dans son monde, il n'est pas dans son milieu. Il est totalement incongru. Oui. Et là, la question qu'on se pose, Isabelle, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est-elle? Alors, où est-elle? Parce qu'en fait, on se dit que finalement, ça fait un moment que le cheval attend. Regardez le crottin qui est à ses pieds. Il commence à piaffer. Le chien s'est endormi. Donc, on imagine que sa maîtresse a posé le cheval ici et que ça fait un moment qu'elle s'absente. Donc, où est-elle? Certes, mais surtout, avec qui est-elle? Oh Et là depuis là là là. combien de temps? Et depuis combien de temps est-elle là? Le Alors mystère là, s'épaissit. voilà, là on peut imaginer toutes les histoires que l'on veut, des histoires très croustillantes. Est-ce qu'elle retrouve son amour de jeunesse? Ou est-ce qu'il se cache dans un endroit où personne ne pourrait les trouver? On peut tout imaginer et c'est ça le plaisir de la scène de genre où finalement on s'éloigne des sujets bibliques, historiques et on se laisse aller à l'histoire, au croustillant et à l'imagination. Et beaucoup d'indices sont glissés là parce qu'en fait tout n'est pas placé au hasard, tout est réfléchi et c'est vraiment une histoire dans l'histoire ici. Ah, Voilà. on a vécu quelque chose de beau. Oh oui, puis on va terminer sur ça d'ailleurs. On va conclure. Voilà, nous avons donc terminé nos 10 visuels. C'est un échantillon assez représentatif, mais pas du tout exhaustif de tout ce que nous possédons finalement. Et c'était intéressant de pouvoir les parcourir ensemble et de comprendre que cette collection est riche et que les sujets sont très variés finalement dans les peintures du Nord, parce que dans tous ces petits formats, on a pu découvrir chacune des catégories picturales ou des genres en histoire de l'art. On a eu du portrait, de la peinture d'histoire avec l'histoire de Suzanne, de la nature morte, des paysages et même une scène de genre avec notamment le dernier tableau présenté. C'est vrai. Et la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient le fond de peinture hollandaise que l'on a au musée des Augustins. Parce qu'il y en a beaucoup. Tout à fait. Alors en fait, il y a 3 événements qui expliquent donc cela. Cette sélection hollandaise du musée s'est enrichie à l'occasion, premièrement, des saisies révolutionnaires, qui sont là. Conséquence bien sûr de 1789 et il y a eu donc confiscation de la part des révolutionnaires des collections particulières de tableaux auprès notamment des grands ecclésiastiques comme les évêques de la région toulousaine. Oui, tout à fait. Donc, Et premier rapport d'œuvre. Voilà, c'est comme ça que le musée commence à en avoir. Et puis, il y a les envois de l'État aussi, parce que Napoléon, il s'est servi sans gêne en pillant les différents pays de l'Europe. Il a récupéré beaucoup d'œuvres qu'il a amenées à Paris. Sauf qu'à un moment, Paris ne pouvait pas accueillir toutes ces œuvres. Donc finalement, au début du 19e siècle, on a vraiment une vague d'envois de toutes ces œuvres dans 15 villes de France, dont Toulouse avec le musée des Augustins. On reçoit des œuvres
de ces envois napoléoniens. Voilà. Et il y a un troisième apport qui est dû à un legs d'un certain Pierre Maury, un Toulousain qui avait fait fortune en Californie au XIXe siècle, et sa fortune lui avait permis donc d'acheter beaucoup d'œuvres, et parmi ces œuvres, il y avait des tableaux hollandais qui ont été légués au musée. Oui, donc ça nous donne une idée un petit peu de comment se constituent Ouais. les collections aussi dans les C'est musées. important, oui. Et puis on voit vraiment le goût marqué pour la peinture hollandaise et tous les tableaux qui se sont vraiment développés au XVIIIe siècle notamment et qui ont complètement détrôné en fait finalement les Italiens qui étaient Eh oui. si importants Il faut une avant. alternance de temps en temps quand Ouais, même. on change les géographies. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Merci. de nous avoir suivis. On a terminé et puis on vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et Oui. on vous dit à bientôt. À bientôt pour une autre conférence. Oui. Au Au revoir. revoir.